C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit des bêtes. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Élise. Alors vous nous avez fait faire une petite visite guidée bien sympathique de Paris? Des beaux quartiers de Paris d'ailleurs, l'île de la Cité, le Palais Royal, l'hôtel d'Aumont, le parquet national financier qui est très bien installé rue des Italiens, oui, une belle petite visite de Paris. Et alors que nous valait cette petite visite, si c'est la promenade parisienne avec Jean-Yves Le Gallou? Au fond, il s'agissait de voir les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir en France aujourd'hui, ça n'est plus l'Élysée, ça n'est plus Matignon, ça n'est plus le ministère de l'Intérieur, ce sont les palais de justice. Ce sont les juges qui décident, ils décident des lois qu'on peut voter ou adopter ou pas adopter. Ils prennent des décisions administratives sur les étrangers qu'on peut naturaliser ou pas, qu'on peut expulser ou pas. Et ils décident maintenant, avec le parquet national financier, qui peut être candidat ou pas et dans quelles conditions. Voilà, le pouvoir, aujourd'hui, c'est le pouvoir des juges. C'est pas nouveau, ça existait en France, avant la Révolution française, c'est pas nouveau, et puis c'est où pas les une parlements particularité, d'Ancien Régime imposaient leurs lois. Ça s'est mal terminé. C'est pas non plus une particularité française, parce qu'on a vu que Donald Trump, lui aussi, il avait quelques problèmes avec son décret sur l'immigration. Alors, c'est quand même tout à fait scandaleux de voir que Donald Trump, qui a été élu par les Américains, notamment sur sa politique de restriction de l'immigration, ne peut pas la mettre en œuvre parce qu'il y a des juges qui se mettent en travers en interprétant à leur manière des textes généraux, ce qui évidemment est une atteinte à la démocratie. Alors une fois qu'on a dit ça, Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce problème? Puisque finalement, si on vous écoute, on élit des politiques, mais eux n'ont plus aucun pouvoir. Il faut rendre le pouvoir au peuple. Et d'un certain point de vue, il faudrait en revenir à l'esprit de la Ve République, puisque quand le général de Gaulle a créé la Ve République, en 1958-1962, qu'est-ce qu'il a voulu? Que le peuple puisse décider lui-même, directement, par référendum notamment, et que le Conseil constitutionnel ne puisse pas censurer les lois. De Gaulle était hostile au pouvoir judiciaire, il s'était opposé à ce que le Conseil constitutionnel censure les lois, mais il se trouve qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel en 1971 et que depuis le Conseil constitutionnel censure les lois. Eh bien, il faut en revenir à un système où le pouvoir appartient au peuple et non pas à des juges qui n'ont aucune légitimité démocratique. Alors, est-ce que la meilleure solution ne serait pas finalement d'en supprimer un peu de tous ces hauts lieux judiciaires? Les supprimer, peut-être pas, mais en tout cas, les cantonner. Vous savez, il y a quand même un principe qui avait été fixé par Montesquieu, là aussi, il y a presque 3 siècles, qui était la séparation des pouvoirs. Et donc, le pouvoir exécutif a une responsabilité qui est de gouverner, le pouvoir législatif a une responsabilité qui est de légiférer, et le pouvoir judiciaire, il a une responsabilité qui est d'arbitrer entre les différents privés ou entre certains différents, entre des particuliers et l'État. D'appliquer la loi, tout Il doit appliquer la loi, il ne doit pas la créer. Or, aujourd'hui, on a un droit prétorien où on invente la loi à partir de... C'est l'interprétation de principes très généraux. Voilà. Et donc de principes très généraux qui font que les juges font, au fond, ce qu'ils veulent en fonction du politiquement correct. Alors on a beaucoup entendu parler, peut-être avec un peu d'exagération quand même, il faut bien l'avouer Jean-Yves, de juges rouges. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de juges qui seraient tous communistes ou trotskistes? Non, ils sont certainement pas tous communistes ou trotskistes, mais ce sont les juges politiquement corrects qui donnent le là. Si vous allez au Conseil d'État, par exemple, en matière d'immigration, le juge qui donne le là, c'est le juge Thuot, qui est un immigrationniste fanatique, qui veut supprimer les frontières, qui est militant dans les associations immigrationnistes, et c'est lui qui donne le là par une sorte de terrorisme intellectuel sur ses autres collègues. Et moi, je crois qu'à partir du moment où la magistrature a beaucoup de pouvoir, a accaparé beaucoup de pouvoir, magistrature judiciaire, magistrature administrative, il faudrait une haute autorité de la transparence judiciaire pour qu'on puisse savoir quelles sont les attaches des juges et éventuellement quels sont les conflits d'intérêts entre leurs actions
et les jugements qu'ils rendent. Je pense qu'il serait intéressant de connaître l'appartenance politique des juges quand ils militent dans un parti politique, qu'il serait intéressant de connaître leur appartenance syndicale. Quand ils sont un syndicat, on doit pouvoir le savoir, quand on voit ce qu'a fait le syndicat de la magistrature avec le mur des cons. S'ils ont des appartenances philosophiques, ce qui est bien sûr leur droit, on devrait aussi pouvoir le savoir. Les juges, au fond, ils exigent beaucoup de transparence des autres, mais à ce moment-là, il faut qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes, et il faudrait que la transparence soit aussi appliquée à eux-mêmes. Ce sera intéressant d'ailleurs de savoir quelles sont les attaches philosophiques, politiques et syndicales du président de la haute autorité de la transparence de la vie publique, par exemple, Monsieur Nadal. Alors pour autant, il y a quand même un truc dans votre raisonnement qui, entre guillemets, peut gripper, c'est que finalement, on voit par exemple pour le parquet national financier, là, dont on parle beaucoup avec l'affaire Fillon, évidemment, la responsable, la juge qui est à la tête de ce parquet national, a été plus ou moins nommée directement sur les conseils de Christiane Taubira. Donc on voit bien que là, dans ce cas-là, c'est le politique qui décide de la justice. Oui, alors le politique décide de la justice, mais toujours dans le sens politiquement correct, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un gouvernement de gauche politiquement correct va pouvoir nommer ses copains, et un gouvernement politiquement incorrect, eh bien, il va aussi être obligé de nommer les copains de la gauche. Donc il y a vraiment un biais tout à fait considérable, qu'on voit aussi d'ailleurs dans l'administration. Vous êtes de gauche, vous travaillez dans un cabinet ministériel de gauche, ça ne vous empêchera pas d'être nommé ensuite par la droite. Par contre, la réciproque n'est pas tout à fait vraie. Donc il y a vraiment une distorsion. C'est l'ouverture du gouvernement de Nicolas Sarkozy, quoi. Par exemple. Alors on a aussi l'impression, Jean-Yves, que toutes ces institutions, elles vont aussi au-delà de la France uniquement, puisqu'on pense par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, alors il y a une volonté. On sait qu'on vous a pas payé le voyage, mais... Ben non, on va pas payer le voyage, bien sûr. C'est à Strasbourg, c'est un bâtiment d'ailleurs assez... comment dirais-je, assez déraciné, ce qui convient bien. Et donc la Cour européenne des droits, c'est de l'art contemporain. Bon, la Cour européenne des droits de l'homme, elle interprète la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un texte très général, de manière là aussi politiquement correcte. Par exemple, elle l'interprète tout ce qui est en termes de droits en faveur de l'immigration. Par contre, en matière de liberté d'expression, elle admet très bien la censure à la liberté d'expression. Donc elle ne protège pas les libertés, mais elle protège le droit à l'immigration clandestine. Et ensuite, ces décisions sont reprises par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation. Mais on a le même système, en fait. On a voulu étendre à la France et à l'Europe le système américain de la Cour suprême. Donc on voit les difficultés que cela pose à Donald Trump aujourd'hui, et les difficultés que ça pourrait poser demain à un gouvernement national en France. Finalement, le problème, Jean-Yves, c'est qu'on n'a toujours pas répondu à la question qui gardera les gardiens. Eh bien, il faudrait garder les gardiens et limiter le pouvoir des juges. Vous savez, c'est ce que Louis XV avait cherché à faire en réformant les parlements, c'est la réforme de Maupoux. Louis XVI avait voulu faire le gentil en arrivant, et il avait rétabli les parlements dans tout leur pouvoir, à la fois judiciaire et législative, et il en est mort. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Merci. Voilà, alors les Français élisent le président de la République, ils élisent des députés, et donc ils imaginent assez naturellement qu'ils exercent le pouvoir. Eh bien, c'est pas tout à fait exact, c'est un petit peu la comédie française, parce que le vrai pouvoir, il n'est pas à l'Élysée, il n'est pas à Matignon, il n'est pas au ministère de l'Intérieur, en matière de sécurité et d'immigration, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est dans les tribunaux, il est dans les palais de justice, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, au tribunal de grande instance de Paris, à la Cour de cassation. Il n'est pas dans les palais ministériels. C'est ce qu'on va vous démontrer au cours de ce petit zoom. Le Conseil constitutionnel, c'est le législateur suprême. Parce que quand le Sénat ou l'Assemblée nationale vote une loi, elle est ensuite censurée par le Conseil constitutionnel qui va dire tel ou tel aspect n'est pas conforme à ce qu'il appelle la Constitution. En fait, ce n'est pas le texte de la Constitution sur lequel il travaille, c'est sur des textes très généraux.
le préambule de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont des textes extrêmement généraux, extrêmement vagues, et dont le Conseil constitutionnel fait une lecture politiquement correcte. Et en fonction de cette lecture politiquement correcte, il va dire tel ou tel aspect de la loi est acceptable ou pas. Et c'est ce qui explique, notamment qu'en matière d'immigration, il est impossible d'avoir des lois efficaces parce que le Conseil constitutionnel s'y oppose. Cette attitude du Conseil constitutionnel remonte à 1971, où son président a commis un coup d'État en interprétant des textes généraux, ce à quoi le général de Gaulle s'était opposé lorsqu'il avait rédigé, fait préparer la Constitution de 1958. Mais en 1971, le Conseil constitutionnel a voulu s'ériger en Cour suprême, un petit peu sur le modèle américain, ce qui a dû faire se retourner dans sa tombe le général de Gaulle. Alors le Conseil d'État a pris le pouvoir sur l'immigration il y a 40 ans. En 1978, c'est lui qui a créé le regroupement familial. Alors vous savez que le regroupement familial, c'est-à-dire l'arrivée de toute la famille des étrangers présents en France, on l'attribue souvent à Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Et c'est vrai qu'en 1976, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont créé le regroupement familial. Mais Giscard d'Estaing a voulu revenir dessus lors du gouvernement Barre, et le ministre de l'Intérieur, Bonnet à l'époque, a pris une série de décrets arrêtant le regroupement familial. Et ces décrets ont été cassés par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a interprété à sa manière la Convention internationale des droits de l'enfant en disant que l'enfant avait droit à une vie familiale normale, c'est-à-dire avec ses parents, ce qu'on comprend très bien, mais non pas dans le pays d'origine, mais dans le pays d'accueil, en l'occurrence en France. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le regroupement familial doit se faire dans le pays d'origine, ce qui était la volonté du gouvernement de l'époque, eh bien le Conseil d'État a dit le regroupement familial, c'est en France. Et depuis, nous avons le regroupement familial à cause d'une décision de quelques juges tout à fait coupés des réalités et du peuple. Parce que le Conseil d'État, ceux qui mènent la danse, ce sont des juges d'extrême gauche, des magistrats d'extrême gauche, comme M. Bélorget, comme M. Genevoix, comme M. Thuot. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce Conseil d'État, qui est très favorable à l'immigration, quand on regarde où habitent les conseillers d'État, eh bien, ils habitent tous dans des quartiers où il n'y a pas d'immigrés. Ils habitent dans les quartiers de l'Ouest parisien, dans le 6e arrondissement, le 5e arrondissement, le 7e arrondissement, le 16e arrondissement, le beau 17e, parfois un peu Boulogne, un peu Neuilly, un peu Versailles. Mais si on cherche des conseillers d'État en Seine-Saint-Denis, là où il y a les immigrés qu'ils y ont envoyés, on n'en trouve pas, ou on en trouve un seul sur plusieurs centaines.